Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, lancement de la campagne de vaccination à Dakar. La capitale compte près de 119 000 cibles prioritaires. Le gouverneur de Dakar appelle à une mobilisation générale afin que la campagne soit un succès. Faux départ à Thiès, le démarrage de la campagne de vaccination a été reporté à la semaine prochaine. Les autorités sanitaires n'ont pas fini le recensement des personnes cibles. Plus de détails dans un instant. Dans quelles conditions le vaccin sera conservé à Matam où le thermomètre peut afficher 40 degrés à l'ombre? La région médicale dispose-t-elle de la logistique de conservation adéquate? Élément de réponse dans un instant. Affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, la plaignante face au juge d'instruction demain jeudi. Le mouvement Frappe et Pastef crie toujours au complot. Ils dénoncent l'interdiction de leur marche initialement prévue aujourd'hui. Une autre est prévue mardi prochain. Et puis en sport, CAN U17 au Maroc, les Lionceaux sont logés dans le groupe C avec le Mali, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Quelles seront les chances des Lionceaux? Plus de détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Première phase de la campagne de vaccination à Dakar. Près de 119 000 personnes seront vaccinées dans la capitale. Le gouverneur de Dakar appelle à une mobilisation générale afin que la campagne de vaccination soit un succès à Dakar. Alassane Sall a présidé le lancement de la campagne de vaccination au centre de santé Nabil Choucair ce matin. 784 520 devront être vaccinés. Nous démarrons donc par cette première phase qui va concerner 118 151 personnes. Progressivement, 666 369 autres Dakarois seront vaccinés. Je voudrais donc, au moment où nous lançons la campagne de vaccination, appeler toutes les populations, toutes franges confondues, pour se mobiliser afin que la campagne soit couronnée de succès. Nous démarrerons par le personnel de santé de première ligne, évidemment. Ensuite, suivront les autres catégories. Et quand on parle d'autres catégories, on ne peut ne pas penser aux personnes âgées, celles-là vivant avec comorbidité, mais également les populations qui sont concernées par la vaccination sans pour autant évidemment entrer dans la catégorie des personnes âgées de plus de 60 ans. Et pour combattre le vaccinoscepticisme, vous l'avez vu, les autorités n'hésitent pas à mettre en scène leur vaccination. Alors, est-ce que ça rassure les Sénégalais? En ce deuxième jour, nous avons suivi une septuagénaire anxieuse la nuit dernière. Elle s'est finalement vaccinée ce matin et vous allez le voir, ça s'est très bien passé. Maïmouna Ndiaye et Youssou Barro. Cette dame sans gêne raconte sa phobie pour les infections. Elle n'a pas fermé l'œil toute la nuit dernière pour le simple fait qu'elle pense à la vaccination. Le malheur est qu'elle souffre de diabète et d'hypertension. Je n'ai pas fermé l'œil parce que avec le stress, j'ai peur. J'écoute les télés étrangères, j'entends que des vaccins, il y a des gens qui meurent après le vaccin et tout ça. Pas trop de choix pour Awa Cissé qui fait partie des cibles prioritaires. Il paraît qu'il y a un pays, je ne sais plus où quelqu'un, après la vaccination, est tombé. Donc, je me suis dit que moi, je suis malade, je ne vais pas prendre le vaccin comme ça, je vais attendre. C'était pour voir dans 10 jours, 15 jours. Finalement, mon médecin m'a demandé de me faire vacciner. Dans l'organisation du dispositif de vaccination, la conseillère municipale affirme qu'il faut repenser les choses. Regardez-moi ça. On risque même de prendre la maladie ici. Aujourd'hui, on avait dit qu'ils prenaient les médecins et les personnes de troisième âge qui sont malades. On vient, il y a même des jeunes qui sont passés. C'est ça qui me fait mal. Et moi, je suis là depuis ce matin. Prochain rendez-vous prévu le 17 mars pour une deuxième dose dans ce même district. Ouf de soulagement en attendant le prochain tour.
Merci Maimouna. Au district sanitaire de la Médina, la campagne de vaccination a aussi démarré. Là-bas, plus de 1200 doses sont reçues. Les vaccinés retourneront prendre la deuxième dose dans 2 semaines. Habib Faye et Pape Sangoune Mbaye. C'est la course au vaccin contre le coronavirus. Au district sanitaire de Médina, le maire de la commune montre la voie et invite le chef de l'État à encourager la participation financière des collectivités locales pour l'achat des doses. Sans collaboration, on ne peut pas y arriver. Et j'invite le chef de l'État à autoriser aux maires de pouvoir contribuer à l'achat de ces doses. Pour un premier temps, on achetait du riz, n'est-ce pas, du savon, n'est-ce pas, des liquides. Mais on n'est plus à ce stade. Cet argent peut servir à soutenir le gouvernement à acheter des doses parce que je pense que les doses ne suffiront jamais. Ce district sud dispose de plus de 1200 vaccins à son compte. La campagne est ouverte pour les personnes âgées de plus de 60 ans. C'est pour minimiser vraiment le taux de décès. C'est de minimiser aussi le taux d'admission dans les services de réanimation. Et nous comptons vraiment sur les maires qui sont au niveau des collectivités territoriales, sur les autorités administratives, sur les leaders, sur la presse, pour qu'on sensibilise par rapport à cette cible pour qu'on les vaccine. Dans 2 semaines, chaque individu vacciné recevra sa deuxième dose. Pour inciter les Sénégalais à se faire vacciner, une plateforme est mise en ligne par le ministre de la Santé. Vaccination à Ngor également. Là-bas, l'édile du village traditionnel a montré l'exemple. Il a reçu la première dose. Il invite les élus du Sénégal d'en faire de même pour stopper la pandémie Covid-19. Cheikh Diop et Mohamed Cheng. Première phase de vaccination contre la Covid-19. Nous sommes au centre de santé de Ngor. Le maire donne l'exemple en prenant sa première dose de vaccin. Ça s'est très bien passé. J'ai été la première personne à être vaccinée. Donc j'ai bien reçu le vaccin qui n'a fait aucun effet sur moi. Et je pense que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Ce qui est bénéfique pour moi, dans ce cas de figure, sera bénéfique pour toute la population. Une vaccination en 2 phases. Elle concerne les agents de santé en première ligne dans la riposte contre la pandémie et les personnes âgées de plus de 60 ans présentant des comorbidités. La première phase consiste à vacciner tout le personnel médical durant les 15 premiers jours. Et maintenant, après les 15 premiers jours, il y aura une deuxième phase. Et la deuxième phase va concerner toutes les personnes de plus de 100 ans qui ont une comorbidité, c'est-à-dire diabète, tension, etc., et d'autres maladies. Si on termine cette phase, on va aller sur la 3e phase qui va consister à vacciner toutes les personnes de plus de 100 ans sans comorbidité. Maintenant, si on dépasse cette phase-là, après, on va prendre la population générale. C'est une journée historique pour les habitants de ce village traditionnel. Ici, le maire prend en main la campagne de sensibilisation. L'élu invite ses collègues du Sénégal à donner le bon exemple, une manière de lutter contre la... Merci, Cheikh. Et allons maintenant à Thiès, où les doses de vaccins sont déjà sur place. Mais le démarrage officiel qui était prévu aujourd'hui a été reporté à la semaine prochaine. Les autorités sanitaires vont recenser les personnes éligibles avant de lancer la campagne. Explication, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19, initialement annoncé ce mercredi à Thiès, a finalement été repoussé à la semaine prochaine. Pour cause, le médecin-chef régional, Dr Maman Moussa Diaw, a demandé de procéder au recensement des personnes prioritaires, excepté les agents de santé qui commencent à recevoir les doses au niveau du district sanitaire de Thiès. Les autres cibles, les personnes âgées entre 19 ans et 60 ans avec comorbidité et les plus de 60 ans devront attendre la semaine prochaine pour se faire vacciner. Déjà, dans les quartiers, les infirmiers chefs de poste sont en train de procéder au recensement des personnes ciblées. Pour rappel, en moins d'une semaine, le chiffre de cas communautaires a grimpé d'une façon vertigineuse dans la commune de Thiès, d'où l'urgence de mettre davantage l'accent sur le respect des mesures barrières, en plus de la nécessité de se faire vacciner.
Et allons maintenant à Saint-Louis où la campagne a également démarré. Là-bas, la mobilisation est générale. Autorités religieuses, forces de défense et de sécurité et autorités locales ont donné l'exemple. Elles incitent les populations à se faire vacciner. Ousseynou Diop, Abibsek. Ça y est, la région de Saint-Louis vient de démarrer sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouverneur de la région de Saint-Louis a pris la première dose, suivi du préfet du département et du médecin-chef de la région. Les forces de défense et de sécurité ont été aussi bien représentées pour donner l'exemple. Un tournant décisif, un tournant important marquera désormais la lutte contre la Covid-19. L'administration de ce vaccin nous a permis d'avoir un autre moyen de lutte contre ce virus redoutable. Une cérémonie sobre ouverte avec des prières pour la fin de la pandémie du coronavirus. Au total, dans la région, 6 343 personnes seront vaccinées pour la première dose. Les autorités locales réitèrent leur appel à l'endroit de la population. Non, je lance un message par rapport aux populations, surtout de Saint-Louis, mais aussi aux communicateurs traditionnels de Dagana, de Podor, de Saint-Louis, d'appeler tout le monde de se préparer pour se vacciner. Parce que, comme vous le savez, c'est nécessaire. Aujourd'hui, qu'on puisse continuer dans le cadre de cette dynamique, qu'on puisse se donner main dans la main pour que cette campagne soit une réussite totale dans la région de Saint-Louis. À l'instar des autres régions du Sénégal, la région Nord a donc démarré sa campagne de vaccination. Les personnes qui ont reçu les premières doses se disent rassurées et invitent ceux qui sont concernés à venir prendre les premières doses. Les autorités locales réitèrent leur appel à l'endroit de la population. Merci beaucoup Ousseynou. Et le vaccin de Sinopharm qui est utilisé actuellement au Sénégal doit être conservé à une température de 2 à 8 degrés. À Matam, où le thermomètre peut afficher 40 degrés à l'ombre, le médecin-chef rassure. Selon lui, la région médicale dispose de la logistique de conservation adéquate du vaccin. Nous l'écoutons avec Ali Bandeliang. Ces vaccins sont toujours à une température qui est comprise entre 2 et 8 degrés Celsius. Nous avons également des glacières qui sont homologuées par le ministère de la Santé ainsi que l'Organisation mondiale de la santé qui font l'objet d'une utilisation. Par ailleurs, même à l'intérieur de ces glacières, nous avons également des thermomètres qui peuvent nous permettre d'évaluer en temps continu la température. Bon, il faut reconnaître que au moment où on ouvre la glacière et au moment où on fait peut-être la vaccination, il y a peut-être un tout petit écart qui pourra se faire, mais ça ne peut pas avoir des répercussions sur l'efficacité du vaccin. Et à Matam, la première dose a été pour le gouverneur et pour une adhésion des populations, il compte mobiliser les chefs religieux. Ali Bandeliang. Injecté. 48 heures seulement après l'arrivée des vaccins à la chambre froide de la région médicale de Matam, les premières doses ont été injectées. En premier, c'est le gouverneur de la région qui a été vacciné pour ouvrir le bal. Nous nous sommes pliés à cet exercice en mettant en avant nos devoirs citoyens. La démarche ne procède pas d'une posture de privilège, mais la démarche s'est voulue tout simplement pédagogique. Parce qu'on le sait, avant même que ce vaccin ne soit disponible, on a fait circuler un ensemble de rumeurs, mais également ceux-là qui excellent dans les thèses complotistes ont eu véritablement à semer le doute dans la tête de ceux-là qui sont véritablement de bonne foi. Voilà pourquoi, prêchant par l'exemple, on est venu ici aujourd'hui pour prendre en fait les premières doses. Et notre impression, c'est qu'après avoir pris ces premières doses, on ne ressent absolument rien du tout. Il n'y a pour le moment aucune réaction qui puisse aller dans le sens d'effets secondaires que nous ressentons. Et voilà pourquoi nous demandons tout simplement aux populations, en tout cas ceux-là qui seront ciblés, de véritablement s'y plier. Il s'agit tout simplement de préserver leur santé. En dehors du président du conseil départemental, pas l'ombre d'un seul des 10 maires du département. Seulement, pour faire porter le bon message, le gouverneur de Matam compte beaucoup sur les chefs religieux. C'est vrai qu'hier, j'ai échangé avec les principaux chefs religieux de la région. Mohamed Lamine Li de Dongoworo Alpha, on a parlé directement au téléphone. Et il m'a montré que lui, il est disposé véritablement à prendre le vaccin.
Mais compte tenu que c'est le patriarche à nous tous, compte tenu de son âge avancé, je n'ai pas voulu en fait le déplacer jusqu'ici. Par l'intermédiaire également de leur chambellan, j'ai eu à échanger également avec Thierno Samassa et Thierno Aliou Thiam de Wourossogui. Et véritablement tous ont montré en tout cas leur adhésion à cette campagne de vaccination, de même que Thierno Mohamed Belimbaye également de Soringo. En présence du médecin-chef de région, du directeur de l'hôpital régional de Matam, presque tous les ICP et bon nombre d'agents de santé ont été vaccinés. Merci Ali, et voilà ce que nous pouvions dire sur la campagne de vaccination. L'actualité, c'est toujours l'affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr. La plaignante sera auditionnée pour la première fois demain jeudi par le juge d'instruction du 8e cabinet en charge du dossier. La masseuse de 20 ans sera assistée de ses avocats. Et retenez également que les députés sont convoqués en séance plénière après-demain vendredi à 11h pour statuer sur la levée ou pas de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Le mouvement Frappe et les Pastef Dakar face à la presse ce matin pour exiger la libération des activistes Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Hassan Diouf. Ils dénoncent également l'interdiction de leur marche initialement prévue ce mercredi, marche interdite par le préfet de Dakar. Les manifestants comptent organiser une autre marche mardi prochain. Leur porte-parole, coordinateur Pastef Fan.e, El Hadj Ousmane Fall, que nous écoutons avec Abdoulaye Diop. Frappe Dakar et Pastef Dakar exigent enfin la libération immédiate et sans condition des camarades Guy Marius Sagna, Abbas Fall, Biram Souleye Diop, Hassan Diouf, Clédor Sène et tous les détenus politiques et réitèrent un appel à la mobilisation du peuple sénégalais dans la lutte contre l'arbitraire, l'injustice, le recul démocratique, les persécutions et les agressions des libertés fondamentales. Pastef Dakar et Frappe Dakar invitent les populations à se tenir prêts pour la prochaine marche du mardi 2 mars pour exiger la libération des détenus ou prisonniers politiques. L'actualité, c'est aussi le départ du directeur de l'AS, Xavier Marie, ex-patron de l'AIBD. Que sait-on de cette démission annoncée? Élément de réponse avec Abdourahmane Diallo. Après 3 ans à la tête de l'AS, l'IMAC AIBD Souma, la société chargée de la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne, Xavier Marie, jette l'éponge. Le désormais ex-directeur de l'AS dit avoir pris cette décision d'un commun accord avec le conseil d'administration. Mais aussi, c'est une décision qui coïncide avec la nomination d'un nouveau directeur général à l'AIBD. Dès sa prise de fonction, Doudouka a voulu marquer son empreinte en fourrant son nez sur les moindres détails. D'ailleurs, selon nos sources, avant même son arrivée à l'AIBD, l'ancienne direction avait décelé plusieurs problèmes dans la gestion des services de l'aéroport. La qualité des services est souvent décriée. En plus, il n'y a pas eu de gros investissements. D'ailleurs, ce qui a poussé l'ancienne direction de l'AIBD à servir une mise en demeure à la direction de l'AS. Et avec cette période de pandémie, la chose est devenue plus sérieuse. Selon toujours nos sources, le conseil d'administration de l'AS veut faire la relance économique de l'aéroport avec une nouvelle équipe. Par contre, il faut reconnaître à Xavier Marie le mérite de passer en 2017 de 1 500 000 passagers par an à 2 400 000 passagers en 2019. Merci Abdourahmane. Et puis les étudiants des armées du campus de l'UCAD passibles de sanctions pédagogiques et même pénales. C'est le directeur adjoint du COUD qui l'a fait savoir ce matin à Kaolack. Selon Khalifa Diagne, ils seront tous identifiés et transmis à la justice. Khalifa Diagne interrogé par notre équipe à Kaolack. C'est une campagne qui sera accentuée parce que notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que les campus sociaux partout au Sénégal qui relèvent de la responsabilité du COUD soient des lieux conviviaux, des lieux de production intellectuelle, mais non pas de bataille rangée. Maintenant, en termes de sanctions, les auteurs identifiés seront sanctionnés à l'interne au niveau du COUD, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion des étudiants incriminés dans le campus social. Mais aussi, nous allons
nous plaindre auprès de la justice pour faire de sorte que la police puisse tirer les conséquences de droit. Nous ne comptons pas nous en limiter là parce que nous avons déjà échangé avec les autorités pédagogiques pour leur adresser systématiquement des requêtes concernant les étudiants identifiés aux fins de sanctions disciplinaires au plan pédagogique. Donc voilà l'arsenal de sanctions que nous avons prévu pour en fait faire de sorte que les universités partout au Sénégal soient des lieux de production intellectuelle, des lieux de bataille d'idées, mais non pas des lieux où on peut exhiber au vu et au su de tout le monde des armes blanches. Allons maintenant à Kaffrine, près de 1159 hectares de terre brûlés en 5 mois, du bétail mort calciné et d'énormes dégâts matériels. Selon les autorités en charge du secteur, les populations s'impliquent de plus en plus contre les feux de brousse, mais les collectivités locales traînent les pieds. Voyons tout cela avec Omar Ndiaye. La fréquence des feux de brousse inquiète plus d'un à Kaffrine. En l'espace de 5 mois, 66 ont été reportés pour plusieurs hectares de terre brûlée, notamment à Malem Hodar, qui paie le plus lourd tribut. Nous sommes à 66 cas de feux de brousse dans la région de Kaffrine, pour une superficie de 1158 hectares brûlés. Et c'est réparti comme suit. Dans le département de Koungheul, il y a 33 cas de feux de brousse pour 423 hectares de superficie perdue. Dans le département de Malem Hodar, on en est à 15 cas de feu pour 502 hectares de superficie perdue. Et dans le département de Kaffrine, on a actuellement 10 cas de feux de brousse qui sont répartis très répertoriés dans tout le département pour 200 hectares de superficie forestière perdue. Et enfin, pour Mbirkilan, actuellement, il y a 8 cas de feux de brousse pour 33 hectares de forêt perdue. Le déficit de citernes dans la région fait partie des difficultés pour les interventions. ñëwee Kaffrine soo demee Malem Hodar ak soo demee Koungheul ñoom ñëpp kenn ku nekk am nga benn citerne bu mag a mag a mag am nga tamit benn unité légère bu ndaw boo xam ne si mën naa dugg ci biir àll bi soo ñëwee Mbirkilaan nag moom mooy soox fi mu toll nii ndax peut-être département bu ndaw la mais quand même potentiel forestier bi ngande na ngande goo xamante ni si normalement Mbirkilaan waroon naa mën a am lum dee unité légère. Autre difficulté, l'accompagnement de certaines collectivités territoriales qui laissent à désirer. En même temps, on leur demande aussi de constituer une banque de carburant et ça, souvent, il y a certains quand même maires, il faut le souligner, il faut le signaler, surtout dans le département de Koungheul, qui participent activement dans la constitution d'une banque de carburant. Pour avoir enregistré 66 feux de brousse entre octobre 2020 et février 2021 uniquement, les autorités demandent aux populations de redoubler de vigilance. Merci Omar. Nyamalate, une commune dans le Kabada, frontalière à la Gambie, traverse des difficultés. Les populations ont du mal pour évacuer, par exemple, leurs produits agricoles. Elles sont autour du collectif du village riverain de Felel. Elles réclament la construction des pistes de production, des forages et des salles de classe. Voyons tout cela avec Bakary Kanté et Kali Diamé. Ils sont au total 11 villages qui entourent le cours d'eau de Felel dans la commune de Diamalakiel. Chaque année, des dégâts énormes sont enregistrés dans cette localité du Kabada à cause de l'absence de pistes de production. D'ailleurs, l'année dernière, un enfant avait trouvé la mort dans les eaux de Felel. Pendant l'hivernage, cette route-là, c'est cette route qui va porter pour les biens et des personnes de cette zone. Parce que c'est ici la route nationale qui doit transporter les engrais et les biens pour cette zone. Nous avons énormément de difficultés pour transporter les malades parce qu'il y a même des femmes qui étaient enceintes et mourir à cause de ce problème. Parce qu'il était accouché à Ndjolfen pour pouvoir l'évacuer à Bunkiling. Il est mort pendant la route à cause de ces routes, de cette déformation. Ces populations réclament la construction des pistes de production, des forages, des moulins et des salles de classe. Abou, Kandemba, Bounia, Sare Demba, Tchevel. Il s'agit des postes de santé à Boufara et Badendeng. La piste de Sare Bafé Boudouk et la piste de Faoun Ndjolfen, Kandemba. Aménagement des cours d'eau qui séparent ces villages des points pour la mobilité des personnes et des biens, et la culture du riz et les moulins pour Sanyal, Sare Bafé, Sare Demba. Depuis, ce collectif des villages riverains du cours d'eau de Felel sollicite aussi la construction d'un poste de santé à Boufoura, mais aussi à Badendeng.
Merci Bakary. Dans l'actualité internationale, la publication des résultats provisoires de la présidentielle au Niger sur fond de contestation, le candidat du pouvoir déclaré vainqueur par la CENI, le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour la mi-mars et puis des agents de santé dans les rues de Soweto en Afrique du Sud pour manifester contre le chômage et la corruption. Daniel Diouf. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a emporté la présidentielle avec quelques 55% des voix face au candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, 44%. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats provisoires qui doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle, a précisé le président de la CENI. Ce mercredi, des heurts ont éclaté dans la capitale Niamey entre les forces de l'ordre et les partisans de Mahaman Ousmane qui crient à la fraude électorale. Laurent Gbagbo, bientôt de retour dans son pays, c'est ce qu'ont annoncé ce mercredi ses partisans à Abidjan. Une date est même mise en avant par les proches de l'ancien président. À la mi-mars, a déclaré ce mercredi le secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président, devant des dizaines de cadres du parti. Le secrétaire général du FPI se défend toutefois de vouloir forcer la main des autorités. Il reproche tout de même au gouvernement ivoirien de faire traîner son retour. Il dit avoir eu au téléphone Laurent Gbagbo qui lui aurait dit d'annoncer la date de son retour au cadre du parti, réuni à l'occasion de la création d'un comité national d'accueil. Laurent Gbagbo a déjà reçu ses passeports en décembre. Des agents de santé dans les rues de Soweto en Afrique du Sud pour manifester contre le chômage et la corruption qui gangrènent leur pays. Ces manifestants réclament aussi l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail en cette période de pandémie. Trouver un emploi en Afrique du Sud, c'est difficile. Le taux de chômage a dépassé les 30% au dernier trimestre de l'année dernière. Le Fonds monétaire international estime que l'économie sud-africaine s'est contractée de 8% l'année dernière et prévoit une croissance de 3% seulement pour 2021. Et puis une course contre la montre pour sauver de l'extinction les rhinocéros blancs du Nord au Kenya. Il s'agit de Najin et Fatou, les deux derniers rhinocéros blancs du nord de la planète incapables de porter une grossesse. Le dernier mâle est mort en 2018. Dans la réserve d'Olpejeta, au centre du Kenya, les gardes forestiers s'occupent des deux dernières femelles de l'espèce. Des scientifiques espèrent réaliser une fécondation in vitro avant la disparition des espèces encore en vie. Les rhinocéros ont beaucoup souffert du braconnage pour les propriétés curatives de leurs cornes, très prisées pour les sculptures aussi. Merci Daniel. Et puis cette alerte météo, alerte poussière entraînant une mauvaise qualité de l'air demain et après-demain. Une couche dense de poussière pourrait progressivement intéresser l'ensemble du territoire à partir du jeudi 25 à 9h jusqu'au samedi 27 février à 9h. Les visibilités seront par conséquent réduites sur le pays, notamment dans les zones est et nord-est du territoire. Les réductions des visibilités, la réduction des visibilités est étroitement liée donc à la densité de la poussière qui va dégrader la qualité de l'air. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans dans la poule C va vers un premier tour de la CAN U17 au Maroc du 13 au 31 mars prochain face aux voisins, le Mali, le champion d'Afrique de la catégorie, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Le Sénégal n'aura pas le temps de tergiverser dans sa quête de sacre selon le directeur technique national Mayacine Mar. Il croit tout de même aux chances des Lionceaux. Cher Sadibou Diarra. C'est une poule en tout cas composée de grandes équipes. Je pense que le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Mali, je pense que c'est de grandes équipes par rapport à leur nom. Mais la lecture que moi je vais avoir, c'est peut-être par rapport à la catégorie. Je pense que donc c'est toujours des équipes nouvelles. C'est des jeunes donc qui découvrent la compétition donc la première fois. Nous avons eu à rencontrer le Mali ici donc lors des phases éliminatoires donc pour la qualification. Donc on a eu l'équipe du Mali qui était une équipe très très bonne et nous estimons également aussi quand même que le Cameroun également comme l'Afrique du Sud également présente une équipe très bonne. Mais nous n'avons pas vraiment de soucis par rapport à ça. Je pense que
Nous, on s'est bien préparé, on a des jeunes talentueux, on a des jeunes garçons qui ont montré en tout cas pendant ce tournoi qu'ils avaient des possibilités et des capacités. Et je pense que c'est des matchs qu'il faudrait aborder sereinement et nous allons jouer grandement nos chances effectivement pour arriver au bout. Mayacine Mar, interrogé par Cher Sadibou Diarra. Football toujours, titillé une dizaine de saisons par les académies. Les clubs dits traditionnels reprennent du poil de la bête. Les résultats d'un nouveau fonctionnement adopté. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Au Sénégal, Teungueth FC et l'ASC Jaraaf trustent les premières places dans le football local et accèdent même aux phases de poule des compétitions interclubs africains au détriment des académies. Un retour en force des clubs traditionnels après quelques saisons de léthargie qui résulte de leur nouvelle politique. Il faut chercher à avoir les meilleurs joueurs, avoir la meilleure formation, mais surtout avoir les moyens aussi de sa politique. Donc ce sont des clubs qui sont dirigés par des présidents qui savent où mettre les pieds. Donc s'ils continuent sur cette lancée-là, je pense qu'ils ont la possibilité aussi de pouvoir demeurer sur le plan local, voire même sur le plan continental. Une alternance dans le football local occasionnée par le rôle premier des académies. Ça ne veut pas dire que maintenant ces équipes-là sont à l'abri. Je pense que si elles continuent sur cette lancée-là, je pense que même dans les années à venir, elles peuvent encore revenir parce que pour gagner en Afrique, comme on a l'habitude de dire, il faut habituellement y arriver, y être en Afrique, c'est-à-dire régulièrement être qualifié. Au niveau des académies, on voit que peut-être sur le plan financier, ils n'ont pas de grands problèmes. Mais maintenant, le problème au niveau de ces académies-là, c'est de pouvoir garder leur ossature. Il faut être compétitif, tant sur le plan économique que sur le plan sportif. Pouvoir garder ces joueurs, pouvoir aussi faire le recrutement qu'il faut, pouvoir aussi mettre la logistique qu'il faut. Donc ça aussi, ça demande des moyens humains et des moyens matériels. L'avènement des académies de football au Sénégal a en tout cas permis une meilleure structuration chez les clubs traditionnels. Et cela ne fait que corser la rivalité sportive pour le bonheur des spectateurs. Mais bien sûr, cher Sadibou Diarra, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info ce soir avec Binta Diallo qui reçoit Monsieur Sankou Fati. C'est à vous, Binta.